C'est un plaisir pour moi ce soir d'introduire le professeur Nadine Ouédé. Alors, comme je vous l'ai dit à l'ouverture de la soirée, le professeur Nadine Ouédé a été représentante pour l'oncologie médicale pendant 6 ans au groupe CCAFU-VECI. Et donc là, elle exerce à Nîmes, où elle a une grosse activité d'onco-urologie. Et notamment, elle développe des protocoles avec de l'immunothérapie. Et on trouvait que c'était important qu'elle nous fasse un débrief et qu'elle nous donne son point de vue aussi de quelle va être l'évolution de l'immunothérapie chez les patients âgés. Est-ce que ça va remplacer la chimiothérapie? Eh bien, on va voir. Merci beaucoup Nadine d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir pour partager cette question. Merci beaucoup Florence de m'avoir invitée. Merci à vous. Vous êtes voilà, courageux d'être là ce soir. Donc j'ai vu par la liste des invités en fait que le public était assez varié. Donc j'espère que je vais pouvoir répondre à toutes les attentes. Je me suis mise en plein écran normalement, donc vous devez voir, j'espère, ma diapo d'introduction et vous me direz alors, c'est bon? Oui, c'est parfait. Et vous me direz si j'arrive à passer les diapos correctement. Donc on m'a demandé de faire un focus sur les sujets âgés et notamment concernant la place de l'immunothérapie. C'est bon, les diapos suivent? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, il faut savoir que dans les cancers de vessie à un stade avancé, on a été vraiment les parents pauvres de l'oncologie pendant de très, très nombreuses années. Donc, on avait le cisplatine depuis maintenant 30 ans et en dehors du cisplatine, pas grand-chose. On a une molécule qui a fait son apparition en 2010, qui est de la vinflunine, Javlor, mais qui a aussi très rapidement disparu, en tout cas qui n'est plus remboursée parce que l'efficacité en deuxième ligne n'avait pas été évaluée assez important. Et depuis 2018 et l'arrivée du pembrolizumab, c'est la grande révolution et l'apparition de l'immunothérapie, vous allez le voir dans beaucoup d'indications. Alors la place de l'immunothérapie, comment ça fonctionne? J'ai remis ces diapos, peut-être que les oncologues qui seront là ce soir les connaissent parfaitement, mais ça me permettait de répondre peut-être à tout le monde. Il faut savoir que, d'une manière générale, dans notre corps, il y a toujours des cellules qui dégénèrent. Et finalement, le processus cancéreux, on en a chacun, tous les jours, en permanence, quasiment depuis notre naissance. Mais notre système immunitaire est capable de corriger ces défauts de réplication et de mettre en place, autour de ces cellules qui sont déficientes, un système qui va les arrêter. Donc, on a une part d'immunité qui est innée et qui permet de contrôler, en tout cas pendant un certain temps, le processus de la cancérogénèse. Ce processus peut être dépassé à un moment donné et les cellules cancéreuses peuvent se développer et proliférer. Donc on a également une immunité qu'on appelle adaptive, puisque normalement, si notre système était parfait, en fait, comme vous le voyez sur la petite zone où c'est marqué 1, les cellules cancéreuses sont des cellules différentes de notre système naturel. Elles sont capables d'exprimer des antigènes qui devraient être reconnus par notre système immunitaire comme différents. Donc ces antigènes sont recueillis notamment par les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques vont passer dans nos ganglions, vont être maturées et vont présenter ces antigènes aux lymphocytes T, qui vont eux aussi mûrir, repasser dans le système sanguin et être capables de se lier aux cellules cancéreuses et de les détruire. Malheureusement, dans le processus cancéreux, les cellules sont capables de s'opposer à ce système de régulation. Et vous savez que tout est question d'équilibre toujours dans l'organisme, on parle d'homéostasie. Donc il y a toujours des points de régulation positifs et négatifs. Et la cellule cancéreuse va être capable de stimuler les points de régulation négatifs de notre système immunitaire. Donc, on a maintenant un certain nombre de molécules qui vont être capables d'inhiber cette inhibition. Donc, c'est un double contrôle négatif, à la fois dans le lien entre la cellule dendritique et le lymphocyte avec les anti-CTLA4, mais également dans le lien entre le lymphocyte et la cellule tumorale, avec soit des anti-PD-1 ou des anti-PDL1.
Donc ces points de contrôle, de régulation vont nous permettre de développer des systèmes, mais ils ont besoin, et c'est pour ça que j'ai remis ces schémas qui sont peut-être très classiques, pour se lier, en fait, ils ont besoin également de récepteurs de type MHC qui permet de reconnaître, qui sont notre carte d'identité, en fait. Donc on voit que ces anticorps MHC, ils ont besoin également d'être liés pour que les autres ligands, que ce soit sur le récepteur CTLA4 ou que ce soit sur le récepteur PD-1, puissent également être activés. Aujourd'hui, en oncologie, il y a 5 grandes immunothérapies qui ont été développées, soit des inhibiteurs de PD-1, donc le pembrolizumab et le nivolumab principalement, soit des inhibiteurs de PD-L1, néanmoins ils vont agir au même niveau de régulation, l'atezolizumab, le durvalumab et l'avelumab. Donc, dans le cancer de la vessie à un stade avancé, il y a 2 phases 3 qui ont été réalisées en situation métastatique post-celle de platine. Je ne reviendrai pas sur la phase 3 atezolizumab, qui était une phase 3 négative, donc qui n'a pas permis un enregistrement de la molécule. Je vais prendre quelques minutes sur le pembrolizumab, puisque c'est une phase 3 positive. Donc en deuxième ligne thérapeutique, c'était un essai randomisé pembro versus chimiothérapie qui pouvait être considéré comme une référence. Néanmoins, ce ne sont pas des molécules qui sont enregistrées dans cette indication, mais à défaut qui pouvaient l'être, soit un taxane à la bande américaine, soit l'invalfenil, le Javlor, comme je vous l'ai présenté, puisque c'est la seule molécule qui a eu une AMM en deuxième ligne. Donc un essai de phase 3 positif en faveur du pembrolizumab, avec une espérance de vie pour ces patients en moyenne d'un peu plus de 10 mois versus 7 mois sous chimiothérapie. Et surtout, de façon très intéressante, un plateau pour à peu près 25 à 30% des patients qui vont avoir un bénéfice à long terme de cette immunothérapie, qui vont être des longs survivants. Et c'est des choses qu'on ne voyait absolument pas avant dans le cancer de la vessie, puisqu'une fois qu'on avait passé le cisplatine, en première ligne, les patients avaient 15 à 18 mois d'espérance de vie, et en deuxième ligne, ils avaient 6 à 8 mois d'espérance de vie. D'ailleurs, le bras contrôle chimio est particulièrement favorable dans cet essai de phase 3, mais comme souvent, ce sont des patients qui sont hyper sélectionnés. Alors, si on regarde nos sujets âgés, puisque je n'oublie pas le topo de ce soir, centré sur la personne âgée, souvent, ils sont quand même peu représentés dans ces gros essais. Si on regarde ici, la médiane était de 67 ans dans le bras immunothérapie, mais on voit quand même qu'il y a des extrêmes très prolongés, puisque jusqu'à 88 ans, le patient plus âgé de l'essai avait 88 ans et il a été inclus. Quand on regarde le profil de tolérance par rapport à de la chimiothérapie, on est quand même sur un profil qui est très favorable pour l'immunothérapie. On a beaucoup moins de toxicité grade 3-4. Vous voyez que le grade 3-4, c'est les couleurs qui sont relativement foncées. Même on a moins de fatigue. Alors on peut avoir des toxicités qui sont liées directement à l'immunothérapie, puisque en fait l'immunothérapie, elle peut emballer notre système immunitaire et on peut en fait développer n'importe quel type de maladie quasiment qui se termine en IT. Donc on peut avoir des thyroïdites qui vont secondairement donner des hypothyroïdies, on peut avoir des pneumopathies interstitielles, on peut avoir des colites, voilà. Toutes ces maladies inflammatoires peuvent être déclarées, mais globalement, ça va toucher sur les formes graves moins d'1 patient sur 10. Donc, l'immunothérapie remonte les lignes, hein, comme souvent en oncologie. Quand il y a un médicament qui marche bien en stade avancé, on le fait remonter les lignes. Et aujourd'hui, il y a depuis 7 semaines une nouvelle AMM en traitement d'entretien post-celle de platine, grâce à cet essai de phase 3 qui testait cette fois-ci l'avelumab, donc un anti-PD-L1, en traitement de maintenance pour des patients qui avaient une première ligne à base de platine. Ça pouvait être du cisplatine ou du carboplatine. Chez nos sujets âgés, c'est plutôt du carbo, mais ça peut arriver. Et chez des patients qui étaient au moins stables, voire en réponse partielle, on les mettait secondairement dans un traitement par avelumab versus best supportive care, c'est-à-dire des patients qui étaient potentiellement traités à la rechute. Et là encore, on a des très jolis résultats en faveur de l'introduction, je dirais, précoce de l'immunothérapie, de l'avelumab en traitement d'entretien,
par rapport à une surveillance et un traitement à la rechute. Alors pareil, si on fait un petit focus sur l'âge de nos patients, on voit qu'on a vraiment des profils similaires. Ça représente quand même l'âge de nos patients en cancer de vessie métastatique. Ils ont autour de 70 ans à peu près. Et avec des extrêmes, vous voyez ici, le patient plus âgé, il avait 90 ans dans le bras avelumab. Donc ça ne fait pas peur, l'immunothérapie chez le sujet âgé. Alors, on n'a pas encore en première ligne, mais simplement pour vous faire une petite overview, parce que c'est vraiment une vague qui remonte très vite les lignes dans les tumeurs urothéliales. On l'a pas encore en première ligne. Il y a eu très rapidement 2 essais de phase 3 qui ont été montrés à l'ESMO, qui comparaient l'immunothérapie versus la chimio, voire la combinaison des deux, avec des résultats tout à fait superposables. Si on regarde nos cohortes de patients, donc là encore une fois, plus de 2/3 de la population avait plus de 65 ans, ça représente notre population cancer de vessie, et avec un petit impact en faveur de l'immunothérapie. Par contre, alors c'est vrai que je n'ai pas mis ce détail-là, mais en termes de toxicité, on est quand même si on ne fait pas mieux en termes de résultats, on est quand même sur un profil de tolérance qui est beaucoup plus favorable pour l'immunothérapie que pour la chimiothérapie. Et deuxième étude de l'ESMO, elle aussi est également négative de l'immunothérapie en monothérapie ou en combinaison versus chimiothérapie de référence, avec des courbes qui globalement sont superposables, en tout cas sans différence statistiquement significative. Donc il n'y a pas d'impact sur la survie globale, mais encore une fois, un profil de tolérance tout à fait intéressant. Alors pour Danu, je n'avais pas le détail de l'âge de la population. En périopératoire, alors là, je vous le montre, mais c'est probablement une population qui est sélectionnée plus jeune, parce que déjà l'introduction du néoadjuvant en termes de chimiothérapie, c'est toujours une discussion un petit peu, je dirais, je ne vais pas dire tendu, mais en tout cas pas à pas entre l'oncologue et le chirurgien en RCP. Et souvent, on présélectionne énormément nos patients. Mais néanmoins, si on a des profils de tolérance plus intéressants, on a déjà 2 essais de phase 2 qui nous montrent qu'on a des taux de réponse sur la pièce opératoire qui semblent presque aussi intéressantes que ce qu'on a avec la chimiothérapie en néoadjuvant. Donc ici, c'était l'étude PURE-1 qui testait l'immunothérapie en monothérapie. On a en gros entre 35 et 40% de réponses complètes histologiques. Donc ça, PURE-1, c'est le pembrolizumab. Et en parallèle, l'atezolizumab également en néoadjuvant. Et on voit, alors ce d'autant si on sélectionne les patients sur le biomarqueur PD-L1+, également 40% de réponses complètes sur la pièce opératoire, en sachant qu'on n'a pas majoré les complications opératoires en introduisant l'immunothérapie au préalable. Alors pour notre sujet âgé, qu'en est-il de cette déferlante immunothérapie dans le cancer de la vessie? Alors les objectifs thérapeutiques pour une personne âgée, c'est vrai qu'on va prendre un petit peu plus de temps. J'ai écouté la présentation du gériatre sur le début de votre réunion. Il faut vraiment discuter en fonction du choix du patient, qu'est-ce qu'il attend du traitement, surtout en situation métastatique, quels sont les risques potentiels d'effets secondaires par rapport à ces traitements, est-ce qu'on risque d'avoir un impact sur son autonomie, sur sa qualité de vie, et bien sûr quel va être son bénéfice en termes de survie par rapport à sa maladie. Alors, en termes de profil de tolérance, même si je vous ai dit pardon, que c'était nettement mieux que la chimiothérapie, il faut savoir qu'on peut quand même tout avoir. Moi, je dis l'immunothérapie, c'est comme le lait sur le feu. C'est des patients qu'on ne doit pas perdre des yeux. Parce qu'en plus, s'ils ont un traitement relativement long, on va rentrer dans une certaine routine. On n'aura pas eu forcément d'effets secondaires rapidement, mais tout peut arriver à tout moment. Donc, il faut rester vigilant, il faut les voir en consultation, il faut leur poser des questions. Et il faut un bilan biologique standardisé. Nous, on a travaillé avec nos internistes pour le faire. C'est pas un bilan classique pré-chimiothérapie. Il suffit pas juste de regarder le taux de globules, la fonction rénale, voire la fonction hépatique. Il faut se méfier de tous ces types d'effets secondaires. Il faut surveiller la TSH, il faut surveiller le cortisol de 8 heures, il faut surveiller le bilan pancréatique. Parce que c'est vraiment le coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça arrive une fois sur 10.
mais ça peut être très grave, ça peut être mortel. Il y a des Guillain-Barré avec un très fort potentiel de décès, il y a des péricardites, il y a un petit peu tout. Donc, si l'on veut, je dirais d'une manière générale et encore plus chez nos sujets âgés, utiliser l'immunothérapie, il faut penser à ces 5 critères qui ont été très bien développés par Stéphane Champia de l'IGR. Prévenir, ça passe par l'éducation thérapeutique, anticiper, savoir détecter, traiter, monitorer. Ces 5 points qui sont très importants pour l'utilisation de l'immunothérapie. Alors, si on s'adresse à nos sujets âgés, même s'ils sont très peu représentés dans la littérature, quand on regarde là, alors c'est peut-être pas très clair, mais je m'étais dit qu'avec un PC, vous verriez peut-être un petit peu mieux pour ceux qui sont en visio. Si on regarde la comparaison entre sujets âgés et sujets plus jeunes sur les grades de 3-4, alors ce ne sont pas des études particulièrement faites dans le cancer de la vessie, mais ça nous donne quand même des idées. Il faut savoir que le mélanome était beaucoup plus avancé sur l'utilisation de l'immunothérapie que les cancers urothéliaux. Donc grade 3-4, on est à 30% versus 20% dans cette population en fonction de l'âge. Donc on n'a pas beaucoup plus de toxicité chez le sujet âgé. Ici on voit chez les moins de 75 ans, on est à 65%, on est à 68% chez les plus de 75 ans. Et ici pareil, plus de 70 ans, on est à 62% de tox. Et moins de 70 ans, on est à 59% de tox. Donc si on regarde un petit peu l'utilisation de l'immunothérapie chez le sujet âgé, il ne semble pas qu'on ait beaucoup plus de risque de toxicité que chez un sujet plus jeune. Ici, on avait une petite cohorte vessie, c'est pour ça qu'elle est soulignée. Et bon, on a peut-être des petits grades un peu plus fréquents, mais sur les autres grades, pas beaucoup plus fréquents chez le sujet âgé. Alors, on a peu de données pour résumer, mais a priori, il n'y a pas d'impact des comorbidités, il n'y a pas d'impact des médications. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas d'impact de l'insuffisance viscérale, notamment si on a une insuffisance rénale, hein, c'est très fréquent dans le cancer de la vessie. On n'a pas l'impression que sur ce type de traitement, on va majorer le risque de toxicité. Alors, il faudra également faire un petit peu attention. On va parler après en termes d'efficacité sur ce qu'on appelle l'immunosénescence. Donc, légère augmentation des EI, mais pas très important. Et cette augmentation des EI, elle est surtout vraie dans les combinaisons, mais je dirais finalement, quel que soit l'âge du patient. Il y a des essais avec combinaison anti-PD-1, anti-PD-L1 plus anti-CTLA4. Et là, vraiment, on majore le risque d'effets secondaires. La présence de comorbidité hépatique ou rénale n'altère pas la tolérance. Donc, je vous ai mis une petite synthèse parce que sur 20 minutes, c'était un petit peu compliqué de rentrer dans tous les détails de la bibliographie que j'ai trouvée sur l'immunothérapie chez le sujet âgé. Donc ça, c'est la tolérance. En termes d'efficacité, on peut se poser également des questions puisqu'on voit paraître quelques articles sur l'immunosénescence. Alors, je vous avais mis ce schéma au début pour dire que ce récepteur MHC était très important pour permettre d'activer le récepteur PD-1 ou le récepteur CTLA4. Chez les sujets plus âgés, bon, c'est vrai qu'ils sont peu inclus dans les essais, mais l'immunorésistance, ça peut être décrite. Alors, on a quelques études, carcinome épidermoïde, adénocarcinome du poumon, cancer du rein métastatique, potentiellement liés avec cette immunosénescence, qui est en fait une perte de capacité des lymphocytes T. Donc les cellules T, elles restent malgré tout hautement différenciées, mais elles ont une perte de capacité à proliférer plus on avance en âge, et elles perdent aussi également leur capacité fonctionnelle. Donc finalement, même si on les stimule pas toujours suffisamment par rapport aux sujets plus jeunes. Donc on pourrait penser que l'immunothérapie serait éventuellement un peu moins efficace plus en avançant en âge.
Donc là, si on regarde, il y a ce petit papier qui concerne l'évolution des carcinomes urothéliaux et l'évolution donc de ces antigènes de surface. Et en fait, quand ils sont très présents et qu'on réalise des RTUV, donc des résections endovésicales, on a finalement un bon résultat histologique après résection. Mais quand cette classe d'antigènes est hétérogène ou abîmée, les résultats de la RTUV sont déjà moins probants. Et quand il y a disparition de ces antigènes, finalement, il y a un risque de développement métastatique, de maladie métastatique. Donc ces antigènes diminuent avec l'âge, leur expression diminue au niveau leucocytaire avec l'âge. Il y a une altération à la fois dans leur synthèse et dans leur régulation, et il y a une modification dans leur transport et leur rassemblage avec le vieillissement. Alors, en termes pratiques, puisqu'on n'a pas de données, je dirais, concrètes pour dire qu'est-ce qui se passe après 75 ans en termes d'immunothérapie, c'est toujours une discussion avec notre patient sur le choix thérapeutique. On dit l'immunothérapie, c'est magique, oui, mais il ne faut pas oublier que ça concerne 25 à 30% des patients. Il y a quand même 70% des patients qui ne vont pas répondre au traitement. Il y a un grand nombre de facteurs à prendre en compte, cliniques et biologiques, au moment du choix thérapeutique. L'âge, l'état général du patient, ses changements corporels. Et donc, il faut, si on prend cette décision, surtout aujourd'hui en deuxième ligne métastatique ou après cisplatine, discuter au cas par cas avec les patients sur le risque, le bénéfice de la prise en charge, la nécessité, encore une fois, d'avoir un suivi, un monitoring très précis de ces patients sous immunothérapie. Et voilà, être honnête avec eux et leur dire qu'effectivement, il y a un patient sur 3 qui va pouvoir en bénéficier. Donc les recommandations de l'ASCO que vous pouvez trouver sur le site de l'ASCO, c'est avant d'introduire un traitement, eh bien, 6 questions à se poser. Est-ce que le patient a une espérance de vie suffisamment prolongée pour pouvoir bénéficier de l'introduction de ce traitement? Je n'ai pas parlé de coûts, mais je rappelle qu'on est en général à des coûts mensuels de 4 000 € par mois, donc il faut espérer quelque chose du traitement que l'on prescrit. Voilà, donc vraiment se poser des questions autour de l'espérance de vie du patient, du risque de décès médiat. Est-ce qu'on est dans une maladie réfractaire de progression rapide? Peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt pour le patient à introduire une immunothérapie. J'ai peut-être pas pris le temps sur la courbe de survie du pembrolizumab, mais on a aussi des hyperprogresseurs dans les cancers de vessie métastatique avec une surmortalité sur les 3 premiers mois de traitement par rapport à la chimio, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et est-ce qu'on est dans une maladie réfractaire ou dans une progression? Quelle est la rapidité de progression? Quelle est la cinétique de la maladie? Et si on a un patient qui a un état général très altéré associé à un âge avancé, je crois qu'un bon oncologue, c'est aussi savoir s'arrêter. Je vous remercie.